Nous avons discuté avec Team Empreinte du fonctionnement en scope, c'est-à-dire en société coopérative de production, là où les associés sont à la base des salariés. Donc il y a une idée démocratique, il y a une idée d'un fonctionnement un petit peu particulier. Et il se trouve que Team Empreinte, c'est un studio de jeux vidéo, un studio qui va développer un jeu qui est une expérience sociale qui est basée sur le principe d'échanger ensemble. Donc on a vraiment une expérience à part entière, une façon de voir la création ludique très particulière, c'est-à-dire que vous avez des jeux comme vous pouvez en trouver dans les médias principaux où il va s'agir de sortir vainqueur d'un tournoi en tirant sur tout le monde. Ces jeux-là, ils sont valables parce qu'ils ont une mécanique, parce qu'ils ont des intérêts très particuliers. Mais il se trouve que là, c'est la question de la responsabilité de la création. Quand on essaye justement de faire en sorte que les gens se parlent déjà, mais aussi quand on essaye d'être cohérent à la fois vis-à-vis de ce qu'on propose en termes de création, mais aussi en termes de notre façon de travailler. C'est-à-dire que eux, ils vont fonctionner en scope, Team Empreinte, mais aussi ils vont travailler au sein d'un écosystème. C'est-à-dire que vous avez une industrie du jeu vidéo, vous avez des enjeux économiques qui sont là, vous avez d'autres acteurs comme typiquement les éditeurs qui doivent valider ou non votre jeu et donc apporter ou non une somme significative qui peut faire la différence. Et donc tout ça, ça forme tout un tas à la fois de contraintes, mais aussi, alors pas d'opportunités parce qu'on n'est pas non plus sur cette sérénité-là, surtout en ce moment dans le jeu vidéo, mais avec Victor de Team Empreinte, ça a été intéressant d'aborder ça en direct sur Twitch, puisque l'idée c'est comment eux vivent justement leur statut de créateur d'entreprise, puisqu'ils ne sont que deux, mais aussi vis-à-vis de leur jeu, comment est-ce qu'ils s'inscrivent justement dans leur écosystème. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que c'est un studio bordelais, et donc ça permet de voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres régions que la nôtre, et de voir un peu comment est-ce que les autres studios indépendants, notamment autour de Bordeaux, se posent les mêmes questions ou pas. Et donc ça, c'est à découvrir lors de cet entretien qui a été, pour le coup, riche en informations. Ce qu'il y a, c'est que souvent, les gens qui ont fait des scopes sont des gens qui ont la même démarche que moi, ou que nous. C'est-à-dire que c'est la démarche d'essayer de changer les choses. Du coup, on a eu pas mal de belles discussions avec des anciens de Motion Twin. Et on a senti et on sent encore beaucoup d'entraide quand on arrivait sur le milieu à Angoulême, de la part de Side by Side, de la part de la Poule Noire, qui ont été, qui répondent toujours présents quand il y a besoin d'un coup de main. Il y a des projets dont je peux pas trop parler, mais justement de renforcement de ces coopérations. Donc moi je dirais que c'est des enjeux qui sont intéressants. C'est des enjeux qui se discutent, qui se réfléchissent. Et je trouve que dans les scopes, dans ce milieu de scope et tout ça, il y a cette énergie-là en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on se retrouve et on se dit comment est-ce qu'on fait pour créer autrement, comment est-ce qu'on fait pour créer différemment, et ça c'est trop chouette. Mais tu vois, c'est des conflits générationnels, des trucs comme ça. Moi quand je l'ai dit à ma mère, je dis ah ouais, l'entreprise que j'avais depuis 7 ans là, on la transforme en scope et puis machin. Elle m'a dit tu seras jamais riche. mais c'est des enjeux différents en fait, parce que parce que déjà les gars de Motion Twin sont devenus riches malgré la scope, et que surtout en fait c'est pas un objectif. Enfin tu vois, je pense que on est beaucoup, il y a beaucoup de gens, toute personne qui n'est pas sociopathe, l'objectif c'est surtout tu vois, un idéal c'est de pas trop avoir à regarder le prix quand tu vas acheter tes trucs, mais surtout de pouvoir être avec les gens que t'aimes, de pouvoir être en bonne santé, de pouvoir être épanoui, faire ce que t'as envie de faire et tout ça. Mais c'est ce qui pourra poser des questions aussi sur les tailles d'équipe, parce que si jamais on évoque comment est-ce qu'on a été financé et tout ce truc-là, il y a aussi cette notion, cette difficulté en fait. Quand tu crées une entreprise, t'es toujours renvoyé à un truc central qui est ton burn rate. Le burn rate, c'est combien d'argent tu dois payer en salaire et en infrastructure chaque mois.
Et donc, si ton burn rate, imaginons t'es 2 dans l'entreprise, tu vois, donc mon cash rien, on est 2, le burn rate c'est à peu près 5 000 euros. Donc ça veut dire que chaque mois on doit faire rentrer 5 000 euros pour pouvoir continuer le mois d'après. Et par exemple, le site by site ils sont 8 personnes. Bon, mais si t'es 8 personnes, peut-être ton burn rate c'est 20 000, tu vois. Donc, tu vois, c'est des enjeux en fait qu'il faut prendre en. J'ai pas les chiffres hein, des copains de site by site, mais enfin c'est à peu près d'échelle quoi. Tout à fait. Et donc c'est aussi là, enfin tu vois, dans l'état de l'industrie, vous savez que l'industrie c'est un peu la cata en ce moment aussi. Il y a aussi cette notion de comment est-ce qu'on peut faire différemment, comment est-ce qu'on peut scaler ou pas. Et donc c'est toujours un équilibrisme en fait que tu fais, c'est de te dire ok, si je rajoute quelqu'un, bah bon, ma burn rate augmente. Et donc qu'est-ce que ça veut dire des jeux que je peux faire, comment je peux le faire. Enfin bref, après ça ouvre plein de trucs. Je vais pas parler pendant des années, mais bref, je me perds un peu, n'hésite pas à me recadrer si jamais. Non, mais c'est intéressant parce que justement, j'aime bien de temps en temps, voilà, dans les indé game dev, il y a toujours un moment où on parle de création, on parle d'ICC, d'industrie culturelle et créative, dans ce sens que il y a une création artistique, mais il y a une nécessité d'en tirer du pognon pour pouvoir continuer à créer et d'être assez fin dans ces analyses ou parfois de faire des compromis en disant bon bah là on va faire ce choix là et c'est pas évident. J'ai discuté avec des chefs d'entreprise qui refusaient de recruter sur le moment parce qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir pérenniser l'emploi. Et du coup, c'était pour eux leur responsabilité vis-à-vis de ce salarié éventuel, parce qu'en plus ils avaient un bon profil à recruter, etc. En se disant ouais, mais autant cette personne-là, je l'enlève du marché de l'emploi, je lui propose un emploi, et en fait, au bout de 4 mois, en fait, l'opportunité économique pour moi s'arrête, et du coup cette personne-là, je lui ai ôté l'opportunité d'être en CDI ailleurs. Là où il y a un truc qui est intéressant dans la scope, c'est que en fait, encore une fois, t'as des questionnements de type, par exemple, nous, c'est un exemple comme ça, hein, je dis pas, mais imaginons, tu signes un contrat et tu sais que tu fais rentrer 8 000 euros par mois. Tu vois, tu bosses avec un éditeur, il te paye ça, tu vois, sur la durée du contrat, et tu dis, bon, bah, ok, combien ça fait si on embauche quelqu'un d'autre? Donc, par exemple, pour augmenter la qualité, pour faire des choses différentes, pour apporter des compétences qu'on n'a pas. Bon, bah, en fait, si on embauche quelqu'un d'autre, on va être à 9 000, tu vois, par exemple, je sais pas. Bah là, un des questionnements qu'on peut avoir en scope, c'est ok, bah est-ce que est-ce qu'on trouve ça pertinent de baisser notre salaire pour avoir une troisième personne? Parce qu'on est tous payés pareil en fait, donc on peut se demander, tu vois, ce truc-là. Donc après, c'est des questions de comme ça. Imaginons par exemple, est-ce que on peut baisser notre salaire, mais par contre avec cette personne, ça nous permettra de avoir des journées de 6 heures et puis se répartir mieux le boulot et puis en fait d'avoir un confort de vie différent, de ramener, tu vois, un des gros enjeux de l'entreprise nous actuellement, c'est que pour l'instant on est 2 mecs. Bon, bah c'est intéressant de ramener aussi des profils différents qui vont avoir une vision du monde différente, une expérience du monde différente aussi, et de pouvoir enrichir ce truc-là. Mais de manière générale, un des trucs moi qui me tient à cœur, c'est que je lutte beaucoup contre le statut de l'artiste, je lutte beaucoup contre tous ces présupposés-là. Et un des trucs qui me tient à cœur, c'est de dire les conditions de fabrication d'une œuvre se ressentent dans l'œuvre. Ça, c'est un truc dont je suis absolument sûr en fait. Et donc là, tu vois, par exemple, nous on fait un jeu qui essaie de développer l'empathie. Il est impossible de réfléchir dans un cadre qui ne soit pas un cadre qui soit déjà profondément empathique sur plein de trucs et tout ça. Et dans un cadre dans lequel on est solide de dire, bah ok, mais par contre on va pas faire un partenariat avec machin, ok, mais on va pas mettre de NFT à l'intérieur, on va pas faire tous ces trucs-là, quoi. Enfin, c'est un ensemble, quoi, tu vois, la production. Campfire avec NFT, ça fait sympa quoi. C'est à la fin en fait, à la fin de ta discussion, t'as une IA qui formule une image à partir de tes réponses. Cette image générée par IA devient un NFT parfait. En vrai, tu sais, il y a un truc. Par exemple, il y avait un truc de pour la modération. Est-ce qu'on utilise des IA, tu vois? Parce qu'en fait, il y a des IA qui sont super performantes pour lire un texte, pour te dire est-ce que dans ce texte il y a des trucs violents, des trucs agressants et tout ça. Si on utilise IA, bah du coup, ça veut dire que où est-ce qu'on les fait tourner? Est-ce qu'on les fait tourner sur la machine des gens ou est-ce qu'on les fait tourner sur notre serveur? Ça veut dire qui paye en fait le prix écologique de la chose aussi. Et enfin, tu vois, donc il y a plein d'enjeux aussi qui sont des enjeux qui vont en fait conduire à un jeu différent, mais qui vont être des enjeux qui vont dépendre de la structure qui a créé ça. Je fais un dernier crochet vis-à-vis de cette phrase de changer les choses par l'entreprise parce que encore une fois j'ai eu le plaisir au niveau de mon travail de rencontrer plein d'entreprises qui se posent plein de questions et je trouve que pour avoir des échos à droite à gauche, j'ai l'impression que ces entreprises-là, elles sont
elles sont au moment où elles pourraient commencer à faire des retours d'expérience, etc. Toi, tu parlais déjà de faire des conférences déjà passées. Là, tu es membre de SO Games, qui est une association de professionnels du jeu vidéo à Bordeaux, comme Push Start l'est sur Montpellier. Est-ce que justement, ça fait partie d'ateliers, de conversations, etc., activement, voire même des missions de SO Games, des missions que potentiellement toi tu voudrais mener, ou est-ce que au contraire il y a selon toi quelque chose à construire à ce niveau-là, quelque chose qui manque actuellement au studio pour pouvoir vraiment partir dans cette direction? Je pense que SO Games prend ça à bras le corps. Par exemple, là, tu vois, donc ce week-end, il y a le Spawn, qui est un festival qui est organisé par SO Games à Angoulême. J'ai regardé les conférences qui sont faites. Première conférence, faciliter l'accès aux jeux vidéo des publics en situation de handicap. Deuxième conférence, développer des jeux engagés. Après, j'ai une autre conférence, pas de politique dans mon jeu vidéo ou pas. Tu vois, donc tu vois, il y a des enjeux qui sont soulevés, il y a des choses comme ça. Donc je dirais que c'est des enjeux qui sont saisis. Après, SO Game, c'est une association d'indépendants et de studios. C'est pas le STJV. C'est pas un syndicat de travailleurs du jeu vidéo dans lequel si tu es patron tu peux pas rentrer quoi. Donc c'est un truc où c'est une association où il doit faire un petit peu comme toutes les associations et je pense que c'est la même chose sur Montpellier. Tu dois faire un peu un écart entre tes gros donateurs qui sont les gros studios. Nous c'est à Bordeaux ça va être Ubisoft, ça va être Asobo, ça va être des trucs comme ça qui sont des gros paquebots avec 600 personnes, avec les petits indés qui sont tout seuls dans leur coin et il y a quand même beaucoup d'entraide et beaucoup d'énergie de ce côté-là, c'est super cool. Et en même temps, les pouvoirs publics qui financent une partie de ce truc-là. Et donc, en fait, faut gérer aussi ce grand écart-là avec les pouvoirs publics, ce qu'ils veulent, ce que machin et tout ça. Donc bon, je dirais que dans le cadre de ce que peut faire SO Game en tant qu'association de professionnels du jeu vidéo, ce sont des enjeux qu'elle prend en main. C'est hyper intéressant, ouais. Et si tu veux, là, par exemple, pour le discours donc c'est notre président, c'est David Elahi, qui est quelqu'un qui est pas mal engagé aussi. Et pour son discours de l'Assemblée générale, c'était pile après les européennes. Et en fait, il a posé clairement la question mais c'est quoi la responsabilité du jeu vidéo dans le fait qu'il y ait le premier parti de France qui soit un parti fasciste. Et c'était intéressant d'avoir cette question-là. Et de se dire, en fait, on est le médium le plus consulté, le médium qui crée le plus d'argent. C'est quoi notre responsabilité sur l'imaginaire des gens? C'est quoi notre responsabilité sur la création de désirs chez les gens? Et c'est passionnant ces trucs-là. Après, évidemment, c'est une association professionnelle, donc il y a aussi beaucoup de trucs ça parle de pognon, il y a aussi beaucoup de trucs ça parle de contrats, et voilà, bon, ça fait partie du truc et c'est super utile sur ces choses-là aussi, quoi. Pour trouver les réponses au tout début justement du développement, est-ce que, vu qu'on est sur des sujets qui sont très personnels, est-ce que vous vous êtes jeté dedans en disant tiens, je vais faire les questions et les réponses, ou est-ce que justement vous avez eu recours à l'IA de sorte à avoir soit des questions neutres, soit des réponses neutres? En fait, au début, quand j'écrivais les questions, je me mettais devant. Donc, on a un Google Sheet, donc c'est-à-dire comme un Excel, et en gros, on tape nos réponses dans des cases, nos questions dans des cases. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'écrivais toutes les questions de l'ensemble, et ensuite j'écrivais toutes les réponses de l'ensemble. Et donc, en fait, j'étais la première personne à répondre à mes propres questions. Et en fonction de mes réponses, je changeais un petit peu les réactions, je changeais un peu les réponses et tout ça. C'était super dur. C'était vraiment très dur pour moi de répondre à mes propres questions. J'avais pas le recul suffisant. Il y avait aussi cet enjeu-là de se dire, est-ce que je dois répondre pour avoir des bonnes réponses ou est-ce que je dois répondre pour avoir des réponses sincères? Enfin, il y avait des enjeux comme ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris mes questions et je les mets dans le jeu. Et je balance à mes amis, mes amours, les gens qui testent, les gens de la prod ou quoi, et je leur dis, désolé, c'est toi qui es passé, mais tu vas être la première personne à répondre et la personne en face de toi dira blablabla. Donc voilà, c'est un peu moins rigolo, mais du coup la personne elle fait sa première réponse et ensuite une fois qu'on a cette réponse, on peut la mettre en face et là on peut faire jouer plein de gens et ces gens-là peuvent y jouer et
comme ça mettre de plus en plus de réponses à l'intérieur et donc créer un espèce de pool de réponses qui sera intéressant comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Et après, une fois que ça s'est fait, une fois que j'ai oublié mes questions, moi j'y rejoue. Et comme ça, je peux vraiment avoir cette expérience-là où je redécouvre un peu les questions, je me pose des questions. Et c'est intéressant parce que comme je dois tester plein de fois, je me rends compte que des fois, à 3 mois d'écart, j'ai pas du tout les mêmes réponses. Et c'est trop chouette. Là, on est en train de faire l'adaptation pour que ça marche sur Steam Deck. Et sur Steam Deck, en fait, donc c'est comme une Switch mais par Steam et qui fait tourner des jeux comme un PC quoi. Et sur Steam Deck, il y a un clavier qui s'affiche sur l'écran. Et comme il y a un clavier qui s'affiche sur l'écran, on s'est dit qu'il y avait peut-être un speech to text. Et donc on va tester et voir s'il y a moyen d'avoir un. Donc speech to text, c'est voix transformée en écriture, mais il y aura peut-être moyen d'avoir cette version-là qui objectivement est la version fantasmée, qui est de pouvoir juste parler, que ça s'écrive et que après tu puisses corriger un petit peu le texte quoi. Mais peut-être que ceux qui ont un Steam Deck pourront faire ça. Ou alors, s'il sort sur téléphone un jour, tous les claviers téléphone maintenant ils ont un speech to text et donc. Mais en fait, le speech to text c'est tout de suite une grosse ingénierie. On n'a pas le budget de le développer en interne, d'intégrer un truc proprement. C'est difficile pour nous. On va pouvoir se reposer sur des solutions externes. J'imagine très bien que si quelqu'un a un speech to text sur son PC qui joue au jeu, ça marchera, vu que c'est en fait on peut faire du copier-coller, on peut faire des choses comme ça. Mais l'intégrer au jeu c'est compliqué. Mais oui, pour une question d'accessibilité, ce serait incroyable. Justement, on parlait de Dordogne tout à l'heure, qu'on a fait en intégrale en live. Je suppose que tu es au courant pour le studio, évidemment, qui a fait. Non, vas-y, dis-moi. Qui a fait une cessation d'activité. Il a fermé, c'est ça ? Ouais, il a fermé, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a déclenché une discussion chez vous, parce que on est sur des jeux narratifs qui essayent d'aborder. Alors Dordogne, c'est vraiment notamment le souvenir et presque la redécouverte de soi au travers finalement des souvenirs d'enfance, pour mieux comprendre comment est-ce qu'on a évolué, et en plus un témoignage d'amour sur la Dordogne. Mais toujours est-il qu'on est sur un jeu narratif très personnel. Est-ce que chez vous ça l'annonce de fermeture du studio, est-ce que ça a déclenché une conversation, une pensée? Comment est-ce que vous l'avez vécu? J'étais pas au courant. D'accord. J'étais pas au courant que ça a fermé. Cela dit, je vais me raccrocher à cette discussion, à cette question, à d'autres studios, parce qu'en fait, le marché actuel, il est catastrophique. Et pour être très honnête, tu vois, on parlait tout à l'heure de quand on avait fait notre offre d'emploi pour un producteur. On a reçu des réponses à cette offre d'emploi. Donc c'était en janvier dernier et donc je pas celui-là mais celui d'avant, et c'était en plein milieu de la crise, ça frappait dur. Il y avait je sais plus combien, c'était un tiers des effectifs mondiaux qui avaient été virés. Enfin c'était un truc de dingue quoi. Et nous on a reçu des candidatures de personnes qui n'auraient jamais dû réfléchir à candidater chez nous quoi. Il y avait des gens, on avait une personne, elle avait 15 ans d'expérience chez Ankama, elle était, enfin tu vois, des trucs de ouf quoi, enfin tu vois, des trucs énormes quoi. Et on se dit mais waouh, ouais, candidate dans un petit studio qui est en train de s'ouvrir et qui est en scope, et enfin c'est bizarre, enfin tu vois. Et donc le climat général fait qu'il y a une remise en cause très forte. En fait, pour tout te dire, quand on a commencé à essayer de faire financer notre jeu vidéo, la méta, ce qui se disait, c'était il n'y a aucun jeu en dessous de 500 000 € de budget qui ne se fait actuellement. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, quand tu payes 500 000 € ou plus, 500 000 €, 1 million, 2 millions, en fait, tu vas avoir un jeu dont le contenu va te permettre de le chiffrer à 40 €, 50 €, 60 €, comme un AAA. Et donc, tu vas pouvoir avoir un budget communication qui va te faire ressortir du lot et qui va te faire ressortir, parce que les jeux Steam, c'est 18 000 nouveaux jeux par an. Pardon, excuse-moi, quand je dis méta, c'est ce qu'il fallait faire pour réussir, c'était ça. Mais c'était une méta qui était pré-crash de l'industrie du jeu vidéo. C'était la méta c'est le Covid, tout le monde investit comme des fous dans le jeu vidéo, il y a de l'argent qui coule à flot, machin et tout. Entre-temps, il y a eu un crash de l'industrie et on a vu une nouvelle méta arriver. Et cette méta, nous, on a eu la chance, le plaisir, le machin, de la sentir un peu et que ça corresponde à nous. La nouvelle méta, c'était
On veut des jeux qui sortent rapidement, qui coûtent pas trop cher et qui sont très originaux. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'en fait, pendant le Covid, ils avaient investi massivement sur des énormes jeux. Les jeux, ils étaient encore en production. Et parce qu'en fait, quand on parle de 500 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros de budget, on parle d'une équipe de 10, 15, 20 personnes. Enfin, tu vois, c'est des gros machins, des gros jeux. Ils avaient investi massivement pendant le Covid. Sauf qu'en fait, à la sortie du Covid, il y avait tous les investissements qui s'étaient cassés. Ils étaient partis vers l'IA parce qu'en fait, le jeu vidéo a arrêté d'avoir une croissance de ouf. Et ils n'avaient pas ces jeux-là qui sortaient parce que c'est des jeux qui demandent du temps. Et donc, ils se retrouvaient dans un espèce de truc où on n'a pas trop d'argent, mais on veut un retour sur investissement rapide. Enfin, un peu, tu vois. Donc, en fait, ça a changé la méta, quoi. Et la nouvelle méta, c'était on veut des jeux rapides, machin et tout. Donc, nous, on a eu de la chance parce qu'à ce moment-là, on avait Campfire qui était en discussion avec des gens. Et on est une équipe de 2 personnes. Et comme on est une équipe de 2 personnes, ben, je vous l'ai dit, on a un burn rate qui est assez petit. Et donc, ça veut dire qu'en fait, concrètement, on peut sortir des jeux pour 60 000 euros, quoi. Je dis pas que c'est le cas là, Campfire a coûté un peu plus cher parce qu'en fait on est avec un producteur qui est arrivé à un moment donné et a dit moi je mets l'argent qu'il faut pour qu'il soit parfait. Donc ça c'était très cool. Mais globalement tu vois les copains de Side by Side qui sont 8 à l'intérieur je crois du studio. Bah en fait voilà quoi, faut arriver à trouver sa place dans ce truc là. Peut-être Dordogne, je sais pas combien ils étaient, mais en fait peut-être ils étaient beaucoup. C'est un jeu qui a réussi à faire parler, mais qui a pas réussi à vendre assez bien pour encaisser le truc. Ça, j'étais au courant, par contre, les chiffres de vente de Dordogne et tout ça. Ouais. Et en fait, c'est peut-être, enfin voilà, c'est le moment quoi. Et c'est très spéculatif, c'est très, enfin voilà, c'est le capitalisme, c'est difficile. Toujours est-il que nous, on a eu la chance en fait, quand on essayait de faire financer le précédent jeu, qui était un jeu qui était très ambitieux, on a eu la chance de rencontrer Doot. Doot qui est le développeur de Minami Lane, je sais pas si vous connaissez, qui est un jeu qui a fait un carton l'année dernière. Et lui, à la base, avant d'être développeur de jeu, je crois qu'il travaillait en tant que mathématicien dans les statistiques ou un truc comme ça. Bref, il est très cartésien, très carré. Et en gros, lui, ce qu'il a dit, c'est, bah, globalement, il y a 18 000 jeux qui sortent sur Steam. C'est la loterie. Si jamais ton jeu il arrive à être mis en avant à un moment sur Steam, bah tu peux devenir millionnaire du jour au lendemain. Par contre, tu as 98% de chances que ton jeu il parte dans les méandres de Steam et que jamais il ne sorte de quoi que ce soit. Tu as des jeux comme Among Us qui ont pas marché pendant des années, puis un jour il y a un streamer qui l'a fait et puis c'est devenu un succès mondial. Tu as des trucs comme Vampire Survivor où c'est un clone d'un autre jeu et l'autre jeu il a pas marché et lui il a marché alors qu'en fait c'est pas le graphisme qu'il a porté, tu vois. Donc voilà, donc il y a un peu ce truc-là. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est le game plan, quoi, la méta, c'est tu es seul ou à 2 et tu fais des jeux tous les 3 mois. Ça, c'est sa méta. Et donc il a fait ça et son deuxième jeu, ça a été un succès de ouf. Et puis maintenant, la daronne est à l'abri, comme on dit. Mais voilà, donc il y a cette espèce de truc, en fait, ça structure de ouf, ça c'est sûr. Et par exemple, nous, notre enjeu, ça a été quand on a fait Campfire, c'était pas de dire faut se finance à tout prix, faut se coller au truc, mais c'était de se dire, nous on veut un jeu qu'on présente aux éditeurs et que si l'éditeur nous dit pas oui, on peut le financer nous-mêmes. En empruntant auprès des parents ou des frères ou des familles ou des machins ou des trucs, en piochant dans le trésor de guerre qu'on a récupéré en faisant des contrats à côté, machin et tout. Et donc en fait, l'idée de base c'était ça quoi, c'était réduire le scope. Donc le scope c'est la taille du jeu, ce que tu dois mettre à l'intérieur, et ainsi de suite. Donc réduire tout ça pour que si jamais il y a aucun éditeur qui est intéressé, parce qu'en fait les éditeurs qu'on a rencontrés, c'était des gens où ils nous disaient j'ai 6000 propositions de jeux dans l'année, à la fin j'en sélectionne 3. Ah, c'est dur. Super violent, tu vois, super violent. Ouais. Donc en fait, t'es hyper dépendant du fait de rencontrer la bonne personne au bon moment, que en fait cette personne-là s'est dit ah putain hier j'ai vu un jeu wholesome, donc nous enfin un jeu wholesome, donc c'est-à-dire un jeu qui prend soin des joueurs et tout ça. Ah j'ai vu un jeu wholesome qui a marché, donc ah ben je te rencontre le lendemain, bah tiens vas-y c'est la bonne opportunité et puis en fait ça va se faire et machin. Donc tu vois il y a ce truc-là, t'étais vachement dépendant de la chance en vrai dans les faits. À la fois de la chance de Steam, à la fois de la chance du producteur, de rencontrer le bon truc au bon moment. T'es dépendant de ta capacité à bien vendre ton truc et tout. Donc, enfin, bref, il y a plein d'enjeux, quoi. Mais toujours est-il que ce sur quoi nous on peut jouer, c'est sur la taille de l'équipe et la polyvalence du truc. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que nous on se dit, on est une équipe de 2 pour l'instant. C'est pour ça qu'on n'a pas, tu vois, agrandi la voilure dès qu'on a eu de l'argent qui est rentré. On est une équipe de 2 pour l'instant. On fait des projets qui nous plaisent et puis même en termes de de santé mentale. Là, on est amoureux de ce projet de Campfire, on adore ça, mais dans quelques mois, quand ce sera le temps de passer au prochain, on sera très heureux, quoi.
Oui. Alors que moi, j'ai bossé dans le cinéma d'animation. Il y a des fois, j'ai bossé 2 ans sur un projet. Bah, au bout d'un an et demi, t'en peux plus, tu le dégueules le projet, quoi. Donc voilà, donc il y a aussi ça. Donc c'est plein de trucs. Mais une chose est sûre, c'est que les données financières calibrent les jeux qui sortent. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est comme au cinéma. Pourquoi Marvel, ils nous sortent la même ressucée? Pourquoi Disney nous sort de la même ressucée dans tous les sens? C'est parce qu'en fait, tu as plusieurs choix, mais quand tu as des budgets aussi énormes, en fait, tu dois minimiser les risques. Pour minimiser les risques, tu dois te conformer à ce qui a déjà marché, et ainsi de suite. Et donc, en fait, une chose est sûre, c'est que l'état du marché actuel conditionne totalement les jeux qui vont sortir et le type de jeu qui va sortir bientôt, quoi. C'est un truc qu'on retrouve notamment au niveau du jeu de société où d'un coup on a des éditeurs qui ont commencé à dire bah voilà, nous on a une boîte 33 cartes, il y a de quoi mettre une punchboard, donc pour défaire les pions, faites-nous vos propositions. Du coup, on n'est plus sur... Là, aujourd'hui, tu arrives et tu dis est-ce qu'il y a des gens qui veulent bosser sur Twilight Imperium? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Hormis ceux qui vont aller sur du financement participatif, il y a personne qui va vouloir en fait faire un gros jeu parce que ça va coûter très cher, mais surtout que les gens, ils ont plus le temps en fait de se poser 8 heures minimum sur une partie. Ah, c'est dur, ouais. Mais en fait, c'est des phases. Et donc, tu as des enjeux comme ça. Et donc, après, quand tu sais que si tu as un streamer du top 10 français, et encore mieux si c'est du top 50 américain ou espagnol, qui parle de ton jeu, alors tu as rentabilisé ton jeu. Bon, du coup, le stream, ça devient un enjeu principal. Et donc, ça veut dire que ça en est à un point où, si tu veux, nous, dans la création de jeu, il y a des réflexions de se dire où est-ce que le streamer met sa cam. En plus, ça sera intéressant après que moi je te pose des questions sur comment c'est de streamer ce jeu, parce que en vrai il y a un enjeu. Tu vois, il y a un truc comme c'est un truc très intime, spontanément. Moi, je m'étais dit quand on avait commencé à créer le jeu, on s'était dit ça va pas être un jeu streamable. Ce qui est un gros enjeu commercialement pour un éditeur, c'est un enjeu que les streamers puissent y jouer. Oui. Et en fait, Kane Words, qui est un peu dans ce goût-là, a été très streamé en fait. Et parce que ça permet en fait, en fonction de comment on le prend, ça permet aussi de se poser et de dire ah bah tiens, moi je pense ça, qu'est-ce que t'en penses? Et comme tu dis, on recrée quoi le feu de camp. On le recrée, sauf qu'en fait là on est en train d'en... Alors ça reste quand même tout le monde n'est pas dans le Discord à papouetter de vive voix, tu vois. Donc il y a une asymétrie encore. Mais c'est intéressant. Voilà, donc cet entretien-là, évidemment, il va encore se poursuivre un tout petit peu, puisque au-delà même de la découverte du jeu en direct, j'ai eu le très grand plaisir de pouvoir poser d'autres questions et notamment de débattre un tout petit peu du sens du jeu. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous reste encore à découvrir avec Victor, c'est-à-dire quand on crée un jeu, qu'est-ce qu'on apporte en fait finalement comme mécanique aux personnes joueuses et qu'est-ce qu'on aimerait qu'elles retiennent. Et donc ça c'est quelque chose de très intéressant parce que en fait finalement on voit que la création ludique c'est un art collectif, mais c'est aussi un art qui est vraiment au carrefour de beaucoup de choses, au carrefour d'autres arts, puisque pour peu que votre jeu soit en 3D, il y a de la sculpture 3D, voilà, vous avez de la musique, etc., mais vous avez aussi en fait vraiment, comme vous avez pu le voir dans cet épisode, voilà, on est au carrefour de l'économie, etc., et on va au-delà en fait du jeu vidéo. Vous vous retrouvez en fait à voir des thématiques qui peuvent concerner des entreprises qui sont pas du tout dans ces secteurs-là, mais qui pourraient être intéressées. Donc n'hésitez pas, vous pouvez contacter Radio Clapas pour pouvoir avoir des échanges supplémentaires parce que ça peut être intéressant et puis c'est surtout qu'il y a des associations qui s'intéressent à ces sujets-là, qui les prennent à bras le corps là aussi et qui permettent potentiellement de répondre à des questions, de progresser. Donc voilà, le but étant évidemment de ne pas rester isolé, c'est un peu finalement le principe du feu de camp. On se retrouve très prochainement sur Radio Clapas. En attendant, je vous souhaite une superbe fin de journée. À bientôt.